Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans notre 5e rendez-vous de Destino FEP qui vous propose donc un regard croisé sur les dispositifs de formation professionnelle en France et en Espagne. Nous reprenons donc aujourd'hui, après quelques mois d'absence, pour aborder la place de la femme dans l'enseignement professionnel et la formation professionnelle dans nos 2 pays. Et cette place de la femme donc pour arriver à une parité et à une égalité dans cet enseignement. Voilà, donc bienvenidos a nuestra cita número 5 de nuestro ciclo de miradas cruzadas entre Francia y España sobre los dispositivos de FP en Francia y en España. Hoy retomamos nuestros encuentros para hablar de la mujer en la FP, su situación actual y el compromiso de nuestros países para alcanzar más igualdad en este sector. Vous pouvez utiliser le chat pour interagir et poser vos questions dans l'onglet que que vous trouvez donc questions-réponses et aussi à travers le chat. Voilà, nous serons ravis de rapporter ces questions aux intervenantes. Pueden utilizar el chat para interactuar y hacer sus preguntas también. Y estaremos encantadas de dar las preguntas a las ponentes. Muchas gracias. Je passe la parole tout de suite à notre interprète Ismaël. Ismaël. Muchas gracias, Elsa. Buenas tardes a todas y a todos. Verán ahora cuando se active el canal de interpretación, abajo a la derecha en sus pantallas, un pequeño planisferio, un pequeño mapa mundi. Solo tienen que pinchar encima y podrán elegir, en este caso, el español. Para escuchar mi traducción, les aconsejo que silencien el audio original, que es la opción que está debajo, porque si no escucharán de fondo a la ponente francesa hablando. Creo que es más cómodo escuchar solo la traducción, pero queda a su elección, por supuesto. Bonjour à tous et à toutes. En français maintenant, vous allez voir un petit planisphère en bas à droite de votre écran. Et si vous cliquez dessus, c'est l'interprétation. Vous verrez qu'il y a le canal espagnol, le canal français et couper l'audio original. Je vous conseille de couper l'audio original. Comme ça, vous n'écouterez que la traduction. Je crois que c'est plus confortable. Donc, merci. Merci beaucoup Ismaël. Donc, sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à madame, Aude Molin-Chuseville, donc attachée de coopération éducative, en Espagne pour l'ambassade de France, en Espagne et qui vient juste, d'arriver parmi nous dans nos services de coopération éducative et linguistique. Merci Aude. Merci Elsa. Bonjour à toutes et à tous. Buenas tardes. Effectivement, je viens de rejoindre le pôle de coopération éducative de l'ambassade, donc avec à Bilbao notre collègue Elisa, à Séville notre collègue Julie Morel, à Barcelone notre collègue Sébastien Portelli et à Madrid 3 collègues, Annette Maxime, Elodie Bouens et Orlando Rodriguez. Je saisis cette opportunité pour vous indiquer aussi que nous avons un nouveau conseiller culturel, M. Éric Talon, qui vient d'arriver, donc qui a pris ses fonctions le 1er septembre, qui ne pouvait pas malheureusement être avec nous ce soir, mais qui sera là lors d'un prochain événement, que ce soit un webinaire ou un forum dans les prochains mois. Je tenais aussi à remercier notre fidèle interprète Ismaël, sans qui ces webinaires ne pourraient pas avoir lieu. Voilà, l'équipe ce soir organise le 5e webinaire de Destino FEP. Je tiens vraiment à les remercier tous et toutes et tous pour tout ce travail et pour toute cette organisation pendant l'année 2021. Le dernier sommet franco-espagnol de Montauban de mars 2021 a mis en avant le souhait des autorités éducatives des 2 pays d'accroître la coopération bilatérale en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Et ces webinaires participent à cette nouvelle coopération en permettant de mieux connaître les 2 systèmes et aussi en permettant des échanges et des expertises des 2 systèmes. Voilà, donc je tiens à remercier aussi les 2 intervenantes de ce soir, Maria Carmen Navarro Samprado,
subdirectora general de investigación, cultura digital y programas europeos en la dirección de FP de la Comunidad Valenciana. Et Marie-Christine Silas, adjointe au chef de bureau de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire à la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports français. Un grand merci à vous d'avoir travaillé en amont ce séminaire avec ma collègue Elsa. Et merci de vous prêter à ce jeu de questions-réponses sur ce thème passionnant ce soir. Avant de vous laisser la parole, mesdames les expertes, je souhaite transmettre la parole à madame Belia Marañón, qui vient d'intégrer l'Office de l'éducation à l'ambassade d'Espagne en France et avec laquelle nous allons travailler sur différents sujets dans les années qui arrivent. Belia, je vous cède la parole. Bien, buenas tardes, bonjour à tout le monde. Et je voudrais juste vous remercier de m'avoir invité. Et je suis conseillère technique à l'ambassade d'Espagne, de l'Office d'éducation de l'ambassade d'Espagne. Je viens d'arriver il y a quelques semaines. J'ai commencé dans mon poste le 1er septembre. Et voilà, je voudrais dire qu'au nom du conseiller, M. Fernando Puig de la Bella Casa, responsable de l'éducation espagnole ici en France, montrer notre disposition à collaborer vis-à-vis de ces sujets sur la formation professionnelle, à améliorer, à développer les échanges entre l'Espagne et la France dans les domaines de la formation professionnelle. Et on voudrait bien sûr que ce soit de plus en plus d'étudiants, des professeurs, des pratiques d'enseignement qui puissent se partager entre les deux pays afin d'améliorer l'enseignement, améliorer la qualité de nos enseignements pour contribuer aussi que nos élèves, nos étudiants, nos jeunes puissent trouver un bon travail le plus tôt possible. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe qui a organisé ces webinaires et bien sûr les personnes qui vont intervenir aussi. Et je me tiens à votre disposition pour toute collaboration que vous pouvez me demander en tout moment. Merci bien à tout le monde. Merci beaucoup, Belia. Merci. Bien, donc nous allons commencer notre petite ronde de questions. Et donc, pour commencer un petit peu et contextualiser un peu le thème de ce soir, j'aimerais vous demander, mesdames, un petit peu un état des lieux de la situation des inégalités de genre dans l'éducation en général, peut-être brièvement, et dans l'enseignement professionnel, donc en France et en Espagne. Donc, je sais pas, madame Silas, vous voulez commencer peut-être? Merci à vous et bonjour à tous. Ce qu'on peut dire sur la situation des différences de genre dans l'éducation nationale en France, c'est que peut-être tout d'abord dire que l'école compte parmi ses missions fondamentales celle d'inscrire l'égalité des chances des filles et des garçons. C'est inscrit dans la loi, dans le Code de l'éducation depuis 2005, de façon écrite. Et pourtant, donc ça fait déjà plus de 16 ans, les mentalités peinent et sont très lentes à évoluer. En 2011, on a eu une étude de notre Institut national des statistiques de l'économie qui à l'issue d'une enquête, a pu dégager le fait qu'une personne sur 4 continue à penser que les hommes devraient être prioritaires sur les femmes pour trouver un emploi en période de crise économique. Les femmes conservent, d'après cette enquête, une image de personnes qui sont moins disponibles que les hommes pour les emplois, parce qu'elles doivent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Donc, alors,
quel constat fait-on et quel constat peut-on dresser aujourd'hui en matière d'égalité entre les filles et les garçons dans la sphère scolaire? Eh bien, on constate qu'après le parcours scolaire commun obligatoire, on trouve plus de filles au lycée, dans les filières générales. 54% des lycéens sont des lycéennes dans les filières générales, que dans les filières technologiques, elles sont surreprésentées dans le domaine des sciences et technologies sanitaires et sociales ou dans les arts appliqués, et qu'elles sont sous-représentées dans les filières de l'industrie. Dans l'enseignement professionnel, les filles représentent 41% des élèves à tous les niveaux, de première année à la dernière année. Donc, elles sont moins nombreuses que les garçons, mais elles sont quand même 41%, mais ça va être très contrasté en fonction des spécialités professionnelles. Et ainsi, on va trouver 12% de filles seulement dans les spécialités de la production. Et par contre, elles seront 61% dans les spécialités des services aux autres. Si on regarde juste les années de diplôme, la dernière année de préparation, donc la terminale du bac professionnel, les filles sont 91% dans les domaines de l'habillement et du sanitaire et social, alors qu'elles ne sont que 2% dans l'électricité, 11% dans les métiers du transport et de la manutention. Voilà. Donc, très rapidement, quelques chiffres un peu clés sur la situation en France. Merci beaucoup. Carmen Navarro, vous voulez intervenir pour l'Espagne sur ces données? Sí, hola, buenas tardes. Yo voy a enlazar un poco también con las estadísticas a nivel nacional. En España la formación profesional está dividida en 3 niveles. Hay una formación profesional básica, unos ciclos de formación profesional de grado medio que correspondería entre los 16 y 18 años. Y luego hay una formación profesional superior a partir de los 18 años. Lo digo porque la estadística a nosotros también nos cambia de qué alumnos están estudiando en los grados inferiores y qué alumnos o alumnas están estudiando en los grados superiores. En relación a las estadísticas por comparativa, porque son bastante parecidas en el alumnado, los estudios de la ESO que finalizan a los 16 años, que es la formación previa al grado medio y el superior, que antecede al bachiller, de acuerdo, que en España son 2 años, entre los 16 y 18 años, tenemos que la ESO la finaliza el 84% de las chicas y en cambio los chicos la finalizan menos, un 73%. Pero luego el bachillerato se nos matriculan casi un 70% de alumnas y en cambio chicos se matriculan solo un 47%. Eso quiere decir que una parte del alumnado masculino se está derivando ya sea al empleo directo, que es poco probable, o a niveles de formación profesional de grado medio, donde tenemos actualmente en España, y entiendo que en Europa, una necesidad muy grande de técnicos de grado medio que llamamos nosotros. Hoy por hoy la pirámide de empleabilidad se encuentra en técnicos medios y técnicos superiores, es la necesidad más grande que tenemos, pero en cambio tenemos una población de muchos alumnos universitarios que se ven obligados a volver al sistema educativo, a la formación profesional, para cualificarse en los niveles que realmente hay empleabilidad. En relación a los sectores, sí que es verdad que tenemos la misma segregación de sectores. Las chicas
eminentemente eligen en la formación profesional las ramas sanitarias, cuidados a otras personas, educación infantil y administración, y en cambio los chicos tienden a elegir ramas profesionales más relacionadas con las partes técnicas e industriales, sobre todo deportivas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy parecido la situación en relación a esta segregación por sexos de lo que escogen los alumnos. En España sí que es verdad que los estereotipos han estado muy marcados durante mucho tiempo, igual más que en Francia, pero aunque se hacen campañas sistemáticas a nivel de niños pequeños, cuando llega la adolescencia vemos que se tiende de nuevo a coger estos, o la opción por la que optan los alumnos, las alumnas, suele ser esta estabilidad de esos estereotipos. ¿Qué sucede? Que si las alumnas solo eligen estos 5 o 6 ciclos, encontramos que a la larga va a haber mucha oferta de trabajadoras para la empleabilidad que hay. Por lo tanto, tendrán una precariedad laboral, mientras que los chicos, la tendencia es coger nuevos empleos y formaciones más técnicas e industriales que están en 16 titulaciones, con lo que el espectro será mucho más grande y tendrán más probabilidad de mejoras laborales. Entonces, desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas se hacen campañas de difusión y hay programas ya muy avanzados en coeducación desde las aulas de los niños de 3 años, que es cuando empiezan la educación en España. Merci beaucoup Carmen. Très bien, donc là, après un peu cet état des lieux de l'éducation en général, est-ce que vous pouvez nous dire du coup comment les jeunes sont conditionnés donc dans leur choix professionnel et dans leur choix de formation? Qu'est-ce qui détermine ce choix? Voilà, donc commençons déjà un peu par la France, même si pour l'instant on voit que c'est assez semblable, ce qui n'est pas étonnant. Mais... Madame Silas. Oui, alors en France, comme en Espagne, je pense, nous partons de loin. Hein, en 1882, le ministre de l'Éducation nationale, à l'origine de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire, Jules Ferry, définissait les missions de l'école de façon très liée à cette époque. Hein, l'école primaire, pour lui, devait faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat. Donc ça, c'était l'image pour le garçon. Les filles, donc, elles devaient être formées aux soins du ménage et aux ouvrages de la femme. On est en 1882. Voilà les missions de l'école à l'époque. Quand on lit les manuels d'éducation morale et civique de l'époque, on voit bien que les garçons étaient voués à certaines fonctions dans la société et les femmes étaient vouées à la famille, à s'occuper des enfants et à ne travailler que si ça ne posait pas de problème pour l'emploi de l'homme. Hein, voilà. Donc, il a fallu attendre quand même les années 1960 pour que le développement de la mixité soit possible dans les parcours scolaires. Et ça a été le cas dans l'enseignement professionnel. Mais on a vu tout à l'heure qu'aujourd'hui encore, l'enseignement professionnel est vraiment caractérisé par une forte ségrégation entre les métiers d'hommes et les métiers de femmes. Et ces représentations qui ont été inculquées finalement dans l'école des anciens continuent à peser fortement sur les représentations sociales et culturelles dans les choix d'orientation des élèves
et cela aussi dans tout leur parcours scolaire et professionnel, hein, même dans leur vie d'adulte et dans leur parcours et leur carrière professionnelle. Donc, on l'a dit aussi, donc les élèves filles et garçons suivent bien le même parcours jusqu'au collège et à la fin du collège, donc quand ils ont une quinzaine d'années, on va leur demander de faire des choix d'orientation. Donc, dans le système français, c'est l'élève et la famille qui fait la demande, hein, qui va choisir. Ils sont à l'initiative du choix d'une voie générale, technologique ou professionnelle. La décision d'orientation, par contre, elle est prise par le chef d'établissement sur la proposition du conseil de classe qui établit sa proposition, hein, sa préconisation en fonction du bilan scolaire, donc des résultats, et du projet de l'élève, puisqu'il y a pendant le collège, on demande aux élèves depuis la 6e de réfléchir. Ils ont des cours pour découvrir les différents métiers et donc ils ont voilà, une éducation au choix d'orientation. Le bilan scolaire fait que souvent, on s'aperçoit que les filles réussissent mieux scolairement. Elles s'adaptent beaucoup mieux au contexte scolaire et donc, généralement, elles obtiennent satisfaction sur leurs vœux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on les retrouve plus dans les filières d'études longues, plus scolaires, comme les filières générales. Donc, pour les garçons, donc la réussite est moins bonne et donc il y aura plus souvent une orientation qui est plus liée à la voie professionnelle. Donc, le chef d'établissement qui a pris sa décision sur la base du vœu de l'élève, hein, donc on va dire oui ou non, et si c'est non, on va proposer autre chose. Voilà. Mais ça reste sur des voies globales. C'est quand même la famille qui va choisir la spécialité ou l'option quand c'est dans la voie générale. Et dès cette phase, en fait, du choix entre les voies générales, voies technologiques et voies professionnelles, on s'aperçoit qu'il y a déjà un tri et un poids des déterminismes sociaux sur le choix. Et donc, on voit que les familles défavorisées vont plus choisir les voies professionnelles qui offrent une insertion professionnelle plus rapide que des familles favorisées qui assument plus facilement le risque d'études longues pour leurs enfants. Donc, selon la voie, l'élève va choisir sa spécialité et une fois qu'il a choisi sa spécialité, il y a ce qu'on appelle une procédure d'affectation. C'est-à-dire que si il y a trop d'élèves qui demandent la même spécialité, il n'y aura pas forcément la capacité d'accueil pour tous les élèves. Et donc, ces élèves vont être départagés en fonction de leurs résultats scolaires. Donc, on peut dire que les résultats scolaires ont un poids pour les filières les plus attractives, c'est-à-dire où il y a le plus de demandes. Donc, c'est un traitement informatisé qui va départager. Donc, les notes, c'est facile aussi pour départager les élèves. Donc, on s'aperçoit que, bon, c'est le cas, enfin, il y a un départage s'il y a un manque de capacité d'accueil, mais très souvent, il y a assez de capacité d'accueil. Et donc, on s'aperçoit que finalement, le choix de la formation, le poids le plus important, c'est la demande sociale qui est exprimée par les élèves. Et donc, on a dans le choix des spécialités
toutes ces représentations et toutes les images préconçues du rôle de chacun qui vont peser sur le choix des spécialités. D'accord, merci, merci beaucoup. Carmen, je vous laisse réagir par rapport à ça, par rapport à l'Espagne. Alors, vous avez votre micro est coupé, Carmen. Perdón. Voilà, ça y est. En España el Consejo de Classe también emite unos informes, en este caso el claustro de profesores que imparten, pero no tienen la potestad de cerrar las vías hacia donde quiere ir el alumno. Sí que es verdad que observamos lo mismo, un abandono escolar o una elección temprana en los chicos hacia estas carreras técnicas o hacia carreras técnicas, hacia opciones más técnicas. Y las chicas o muchas chicas por su constancia, trabajo o por el apoyo familiar, también porque son chicas, siguen estudiando en niveles de bachiller con una tendencia más alta a ir hacia la universidad. Pero sí que es verdad que tenemos dos problemas, ya lo he comentado con anterioridad, un gran nivel de universitarios sin empleabilidad, con lo que se está reconvirtiendo el alumno universitario en técnicos superiores porque no encuentran trabajo todos. Y luego, por otro lado, sí que es verdad, voy a compartir alguna imagen también para que veáis alguna estadística. ¿Lo veis ahora? ¿La pantalla compartida? No, todavía no. Ismael, a ver. ¿la veis? No, todavía no, Carmen, no se ve. Puede... On voit ¿La pas. vemos? A ver. Ah, sí. ¿Ahora? Sí. Oui. Vale, a ver, la pongo aquí. Esta. Vale. A ver. ¿Ahora lo veis todo entero? Sí. Oui. Una de las cosas que hablábamos era las condiciones que llevan a los alumnos, a las alumnas, a persistir en ciertas elecciones. La igualdad salarial es importante para ellas, el tener unos derechos salariales igualitarios. Los estereotipos, la presión de los estereotipos, que aunque se trabaje mucho, igual que ha dicho Madame Sila, en etapas inferiores, la adolescencia y la presión familiar o del entorno hace que, aunque se puedan haber planteado unos estudios más técnicos, echen marcha atrás para buscar ese confort o esta estabilidad y valoren la igualdad de oportunidades. Los datos que comentábamos con anterioridad, veis la cantidad de alumnas, el 84% que sí que titulan en la ESO y las que siguen en bachillerato. ¿Vale? Esta estadística es del Ministerio del 21. En cambio, los chicos tienden a abandonar los estudios tradicionales, vamos a llamarlos así, que es la tendencia a seguir con el bachiller y la universidad, con anterioridad. ¿Qué pasa? O pasan al mundo laboral o están en formación profesional. ¿En qué formación profesional? Pues están en carreras mucho más técnicas, en ámbitos más técnicos. Hay muchas menos alumnas en los grados medios, de 16 a 18 años, y luego en grado superior esto vuelve a transformarse. ¿Por qué? Porque la tendencia de las familias es que las chicas estudien más tiempo y en cambio los chicos se incorporan al mundo laboral con anterioridad. Los que han estudiado grado medio, aquí muchos siguen trabajando y no siguen formándose en el grado superior, mientras que los que acceden del bachiller sí que siguen estudiando o en la universidad o ciclos formativos superiores. ¿Vale? A ver. Ahora os mostraré en el caso en el caso de la universidad, ¿lo veis la pantalla? Disculpad. No, en el caso de los estudios universitarios, miradlos por... La veo. Perdón. A ver si consigo... Perdonad. Ahora sí.
¿vale? ¿La veis? La brecha digital. ¿Veis la diapositiva? Como veis, los estudios universitarios, no solo el problema es en la formación profesional, lo que pasa que es mucho más evidente, pero en los estudios universitarios el 78% de las chicas estudian temas relacionados con educación, es decir, estudios para ser profesora, maestra, ¿de acuerdo? O con la salud o servicios sociales, es decir, estamos siempre hablando del ámbito de la educación o relacionados con dedicarse a terceros. Es decir, hemos evolucionado en la tarea de ama de casa cuidadora y que cría a sus hijos con hacerlo hacia otras personas, hacia terceros. En cambio, la presencia de la mujer en estudios como ingenierías industriales, construcción o incluso informática, que es una cosa que llama mucho la atención porque también va a ser un problema, la brecha digital, no solo la de género, sino que las mujeres van a tener también un problema en este ámbito. Es muy evidente también en las carreras universitarias. La formación profesional con la que accedes directamente al mundo laboral es sangrante, como es el caso, a ver si veis esta. Aquí tenemos de hace unos cursos las familias profesionales que ofertamos en formación profesional. La presencia, por ejemplo, de administración de las mujeres llega a un 63%. En imagen personal, que es peluquería, estética, a un 93%. En sanidad, un 75% son mujeres, un 87% en servicios a la comunidad, en textil. En cambio, en ciclos relacionados con la industria, la presencia es 5,4%, turismo 38%, turismo en España, es llamativo, en carpintería, madera y mueble 10%, en mantenimiento de vehículos, en mecánica 3%, es decir, en la FP está redimensionado esta separación entre las diferentes familias profesionales y la elección de las alumnas. Sí que es verdad que igual que Madame Silas ha comentado que desde los diferentes ministerios de educación se trabaja en etapas cuando los niños son más pequeños, pero debemos insistir y persistir en campañas desde todos los ámbitos para que suceda un impasse, porque si no el deterioro de la calidad laboral de gran parte de las mujeres no mejorará, ¿de acuerdo? Una de las cosas que con las nuevas campañas del Ministerio, con la ayuda del mecanismo de resiliencia, el Ministerio de Educación español ha hecho una inversión muy grande en formación profesional. ¿Qué se está haciendo? Se está ampliando muchísimo las plazas de formación profesional para poder derivar alumnado dentro de las necesidades de empleabilidad que puedan tener los sectores, es decir, porque hay alumnos que les puede apetecer mucho estudiar una cosa, pero si luego no van a tener trabajo, tampoco les estamos aportando, sean chicos o chicas, tampoco les estamos aportando una realidad a un contexto inmediato, que es a lo que te lleva la formación profesional. Aunque es un camino más lento, puedes seguir en la universidad también. Lo que pasa es que lo planteas de otra manera, ya tienes un empleo y puedes seguir estudiando con tu empleo media jornada o planteártelo en más tiempo, es decir, no coarta la formación profesional en España, tú puedes seguir estudiando y seguir alcanzando los estudios universitarios, pero también necesitamos trabajadores antes para estos empleos que nos están cubriendo. Hemos perdido esta parte intermedia de lo que conocíamos como artesanos antiguamente, es decir, entonces tenemos carencias muy grandes en carpinteros, fontaneros, electricistas, mecánicos. ¿Qué pasa? Que estoy hablando de trabajos masculinizados y las alumnas tienden a trabajos feminizados. ¿Qué pasa? Que cuando una alumna, cuando la orientación se hace debidamente y la alumna finalmente accede a uno de estos estudios, podemos también tener el problema de la sanción, que es el caso que os estoy poniendo ahora. Por ejemplo, alumnas de mecánica que luego en la fase práctica ninguna empresa las quiera. ¿Por qué? Porque están habituados solo a tener hombres. Entonces también tenemos que, aparte de un esfuerzo social, educacional por parte de las familias, concienciar al sector empresarial.
porque el sector empresarial también los roles están muy estereotipados y están habituados a trabajadores hombres o trabajadores mujeres. Entonces, creo que hay que invitar, aparte del sistema educativo, al entorno empresarial a combatir también esta carencia de mujeres en ciertos ámbitos. Con las nuevas maneras de trabajar, los equipos, las soft skills, sí que es más demandado que también haya mujeres en algunos equipos de trabajo por las características de cohesión, de manera de trabajar para que los equipos no sean solo de hombres, porque no rinden igual o no queda igual de redondo el equipo porque no se aporta siempre las mismas cosas. Entonces, la apuesta hacia que el empresario también se conciencie que es necesario, aparte de la actualización del trabajador, el invertir invertir, no de poner dinero, que también en la formación, pero sí en invertir en cambiar esta tendencia, porque la mujer puede aportar a ciertos sectores que tradicionalmente no han sido sectores de mujer muchas otras cosas. El ver que, por ejemplo, en una factoría, aquí en Valencia hay una factoría de coches, la Ford, el trabajo no es un trabajo físico, está todo robotizado. Es que una mujer en una cadena de montaje puede hacer lo mismo que un hombre. Pero eso hay que explicárselo a las alumnas, lo tienen que ver las familias y los empresarios se lo tienen que creer. Bueno, dejo aquí un poquito mi intervención porque no quiero alargarla, disculpad. Merci, non, merci Carmen. Peut-être, Madame Silas, Marie-Christine, vous voulez peut-être réagir un petit peu déjà à ce que vient de dire et puis un petit peu par rapport justement à ces familles de métiers qui sont plus demandées, moins demandées, cette ségrégation, cette discrimination. Enfin, je sais qu'on ne parle pas forcément dans ces termes-là en France, mais je ne sais pas si vous voulez déjà un peu réagir à ce que Madame Navarro vient de nous dire. Oui, alors, effectivement, on n'utilise pas forcément le terme de concentration ou d'atomisation, mais effectivement celui de discrimination et de lutte, de violence sexiste aussi, hein, de déterminisme dans les choix, hein, et de stéréotypes. J'aurais envie de dire que le fait qu'il y ait une répartition très genrée des hommes et des femmes en fonction des métiers et du type de métier, que ce soit technique ou de service aux autres, il reproduit des schémas effectivement anciens. Effectivement, les métiers ont énormément évolué avec des besoins et des caractéristiques qui font que hommes ou femmes peuvent tout à fait les exercer. La difficulté peut-être pour une fille de s'insérer dans des métiers, dans certains métiers, c'est peut-être une mentalité virile, un peu qui pourrait être compliquée, hein, pour une jeune femme pour s'insérer dans un milieu de ce type. Quoique c'est pas, on s'aperçoit que le fait qu'il y ait des femmes dans des groupes plus virils ou qui avaient l'habitude de fonctionner ainsi, introduit justement autre chose, un autre mode de relation et fait que finalement le fait que des hommes soient que entre eux induit ce comportement viril, hein. Quand on est entre hommes, on va essayer de montrer qu'on est le plus grand, le plus fort, alors que si on est avec des femmes, eh ben, on va peut-être moins valoriser ce type d'avantages qu'on pourrait avoir et on va avoir un comportement plus protecteur. Et du coup, ça peut être finalement un vecteur d'intégration. La difficulté, ça va être quand les vestiaires ne sont pas prévus pour les filles.
dans les lieux de travail, par exemple. C'est des choses matérielles. Quand voilà, des espaces ne prévoient pas d'intimité pour les uns et pour les autres. Voilà, donc ces aspects-là, qui sont assez matériels, font qu'il peut y avoir des freins assez importants qui font que même si on essaye d'intégrer ces milieux, ben on va finalement bifurquer sur d'autres secteurs parce que c'est difficile à tenir. Donc toute la politique effectivement menée pour l'égalité des filles et des garçons, menée pour faire qu'il y ait de la parité, hein, on parle beaucoup de parité en France, fait que eh bien, tous ces aspects un peu matériels, on va demander aux entreprises qu'elles fassent le nécessaire pour qu'on puisse obtenir de la parité, hein, dans les lieux de travail. Et on va donc les engager à atteindre des objectifs de parité, à la fois dans les milieux professionnels, mais aussi dans les milieux de cadre, où on s'aperçoit que les postes les plus importants de l'entreprise sont très peu attribués à des femmes. Donc, il y a aussi tout ce qui est carrière, avec le poids de la maternité, hein, qui va interrompre les carrières des femmes et les rendre moins disponibles sur ces postes. Donc, il y a aussi toute une politique menée pour que ces éléments-là ne jouent plus à la défaveur des femmes dans la recherche d'une plus grande égalité. Donc là, on est vraiment sur le fait qu'il y ait tout cet arsenal politique et législatif mis en place. On s'aperçoit que ça n'avance pas vraiment forcément comme on le voudrait. Et on s'aperçoit qu'il faut vraiment qu'on travaille sur les représentations sociales et culturelles. On se retrouve là avec l'idée que finalement on pourrait peut-être rien faire parce que c'est comme ça, c'est dans l'état des choses, et qu'il y a un aspect fataliste à se dire c'est parce qu'elles le choisissent comme ça, et puis parce que les garçons ils continuent à choisir les mêmes choses. Et finalement, on a beau faire tout ce qu'il faut pour que les uns et les autres aient les mêmes chances, et voilà, il n'y a rien qui change. Hein, donc vraiment, cette politique, il faut qu'elle soit très volontaire. C'est pour ça que de temps en temps, tous les X années, on refait une nouvelle politique pour favoriser, et ça avance petit à petit. Il ne faut pas être fataliste, ça va avancer. Et donc, on pourra peut-être obtenir une meilleure parité et une meilleure façon, un équilibre finalement dans les choix des métiers et dans la représentation des hommes et des femmes dans les métiers. Merci beaucoup, merci beaucoup Marie-Christine. Carmen, vous voulez peut-être réagir aussi par rapport à ce que vient de dire, et puis bon, peut-être par rapport à la discrimination, ségrégation, problème. Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que estas campañas en España, aparte de nivel nacional, la potestad de parte de la gobernanza en la educación está en cada una de las regiones. Y las regiones más proactivas estos últimos años en campañas sobre género en el alumnado, hay programas tanto en el País Vasco como en Navarra. Nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana un plan de coeducación que es desde primaria el profesorado recibe formación, el alumnado recibe formación. Luego a nivel empresarial sí que es verdad que hay normativas para que haya una paridad, para que se cumplan unos planes de igualdad,
pero el plan de igualdad cada empresa lo redacta, lo tiene guardado en un cajón, qué bonito, yo cuando no. Aparte de eso hay que comprobarlo todo. Desde las administraciones tenemos que observar que la cantidad de mujeres contratadas en esos ámbitos en los que se han implicado, porque no siempre puede ser, pero en esos ámbitos realmente se está cumpliendo. Es decir, el que una empresa tenga redactado un plan de igualdad, muy bien, pero si luego contrata a 3 mujeres y a más no, porque luego se quedan embarazadas y van a estar de baja, estamos en la misma situación. En la Comunidad Valenciana también, dentro de los propios organismos de los centros educativos, hemos obligado a que haya paridad en los órganos directivos de los centros educativos, en la medida de lo posible, porque también hay que ejemplificar que los cargos no sean siempre hombres, siendo que en enseñanza la mayoría de docentes son mujeres. Luego, sí que es verdad que lo que decía Marie Christine, los altos cargos son hombres. En muchas empresas, en muchos sectores. Por ejemplo, aquí tengo unos datos, el 70% de las mujeres empleadas están en contabilidad, en administración, en secretariado y oficina. Estoy hablando a nivel mundial, el 70% de las mujeres. 180 millones de mujeres trabajan exclusivamente en eso en el mundo. Es decir, ya no es solo Francia o España, es decir, salvo ciertos, el mundo occidental, la situación es muy parecida en muchos países. Otros ejemplos, pues solo el 0,3% de mujeres son directivas en el mundo, el 0,3%. También proponemos campañas de mentorización, que se vea que las alumnas y los alumnos vean informáticas, gente que trabaja en tecnología avanzada, mujeres que son ejemplos para poder mentorizar y apoyar esta serie de campañas. Sí que es verdad que a veces es un poco frustrante porque los estereotipos y el peso del entorno está muy marcado, pero sí que es verdad que como administración debemos persistir continuamente en mejorar esto, ya sea cíclicamente, como comentaba Marie Christine, o con las diferentes campañas, ya sea a nivel nacional o por sectores. Aquí hay campañas de todo tipo, desde sindicatos, supongo en Francia también, sindicatos, ayuntamientos. Sí que es verdad que hay una presión muy grande desde la administración. Uno de los títulos de formación profesional que tenemos en España y aquí en Valencia está implantado con una difusión muy grande es el ciclo de igualdad de género. Tenemos un ciclo para tener técnicos en los ayuntamientos y en organismos en concreto para trabajar la igualdad de género, es decir, sí que se apuesta mucho. Por eso tenemos que seguir persistiendo, es decir, estoy completamente de acuerdo con Marie Christine en el hecho de que es un poco frustrante y que hay que volver cada X tiempo a presionar o a lanzar o a recordar, pero mientras hacemos eso, cada vez hay más alumnas que se plantean seguir otros caminos. Ya no por la empleabilidad, que también, pero sí por la vocación, es decir, porque una alumna no puede ser soldadora perfectamente. Hoy por hoy, técnicamente no hay ningún problema. O gruista, que eleven material en una grúa, va todo motorizado, no hay ningún problema. Entonces, pues bueno, nos queda eso, persistir, persistir y seguir trabajando y ejemplificar también. Es decir, yo creo que las administraciones tenemos una obligación, no siempre se puede imponer un 50%, 50%, pero sí que debemos tener una obligación para ejemplificar. Merci beaucoup, Carmen. Du coup, je voulais un petit peu, Marie-Christine, peut-être, vous nous avez parlé un petit peu déjà aussi du coup de ce qui se fait en France pour essayer de... Mais est-ce que vous pourriez nous dire si du coup, si cette tendance, si cette polarité n'est pas inversée,
quelles seraient les conséquences du coup voilà, parce que vous nous dites effectivement qu'il faut travailler, il faut persister. Donc du coup, pourquoi? Bon, même si on le sait bien, mais qu'est-ce qui se passerait si cette polarité justement n'est pas inversée, si on ne travaille pas justement, là-dessus? Et peut-être, en même temps, parce que le temps passe, parler aussi des mesures éventuellement des administrations publiques, en France. Voilà. Merci. Alors, les conséquences pour la société, c'est que effectivement, on se prive de certaines sources de compétences, hein, bien sûr. Les métiers qui ont du mal à recruter dans les milieux masculins, finalement, s'ils ne font pas une politique pour rendre attractifs ces métiers-là auprès des femmes, les branches professionnelles, les entreprises, si elles ne communiquent pas aussi pour dire même nous, on vous accueille et on vous accueille bien, on vous donne la possibilité d'exercer dans nos entreprises auprès des hommes sur des métiers, voilà, on fait les efforts pour être mixte. Et bien voilà, si ces entreprises ne font pas ce nécessaire-là, elles se privent simplement de compétences. Et donc, elles sont aussi, pour celles qui sont attractives, les entreprises qui font rêver tous les enfants parce qu'ils veulent travailler dans je sais pas, pour les garçons, dans les courses automobiles ou la mécanique, etc., qui rêvent de ça, et bien finalement, on va se retrouver, s'il n'y a que des hommes dans ces métiers-là, puisque voilà, ça les attire, on va se retrouver dans des équipes de travail qui vont travailler les unes contre les autres, puisque l'esprit viril, c'est la compétition. Et donc on a dans les groupes, dans les grandes entreprises où il y a une tension liée à des crises économiques sur ces métiers très attractifs, il peut y avoir des contextes de stress importants qui vont générer beaucoup de souffrance chez les gens qui travaillent dans ces entreprises et beaucoup de dépression. On a eu quelques exemples dans des grandes entreprises en grande difficulté économique où les choses pouvaient être compliquées et où finalement le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes a entraîné des comportements de compétition qui ont pu être très, très difficiles à vivre pour les uns et pour les autres. Hein, donc, mais on a aussi dans les métiers trop féminins, par exemple dans les métiers de service, de ménage, de soins aux enfants ou aux personnes âgées, une grande dévalorisation des métiers. Du fait qu'ils ne soient employés que par les femmes, on a automatiquement une dévalorisation de ces métiers. Si on regarde la profession d'enseignant et son évolution, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui deviennent enseignants, le métier qui était très valorisé en début du siècle dernier, jusque dans les années 60, 70, 80, eh bien, il s'est dévalorisé aussi. Du fait que maintenant, il y a très peu d'hommes qui s'engagent dans cette carrière. Donc, on a des emplois qui deviennent aussi plus précaires, parce que avec moins d'évolution professionnelle. Donc, c'est un vrai problème au niveau social, un problème de société. Et donc, si on n'inverse pas cette polarité de choix, on a vraiment chez les filles qui choisissent des métiers plutôt dévalorisés, elles auront toujours autant de difficultés à s'insérer au niveau de l'emploi. Et il y aura donc ces incidences sur l'insertion professionnelle, mais aussi sur les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes.
Donc, pourtant, elles réussissent bien à l'école, elles ont toutes les capacités pour travailler dans toutes les filières, hein, comme je suis tout à fait d'accord avec Carmen sur ces aspects-là. Mais malgré leurs capacités, elles continuent à choisir des filières moins valorisées et moins rémunératrices. Donc, en France, les valeurs républicaines ne sont pas vraiment compatibles avec des modes de relation où les uns dominent les autres dans un rapport inégal au travail. Ça crée un déséquilibre alors qu'on cherche une société émancipatrice de tous, avec des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Donc, au-delà d'une plus grande justice, donc la recherche de la mixité dans les milieux professionnels et dans la formation professionnelle en conséquence, ça représente une force, une richesse plus grande pour la société. Sur le plan économique, la mixité des hommes et des femmes, si elle permet de mêler des profils avec des expériences professionnelles très variées, avec une diversification des compétences. Et le fait d'être dans un milieu mixte et diversifié, c'est un facteur essentiel pour la compétitivité. Il y a de nombreuses études qui montrent que la diversification des compétences liées à cette plus grande mixité, c'est aussi un facteur de performance parce qu'elle permet d'additionner ses talents et ses ressources variées et parce qu'elle est aussi un moteur de créativité et d'innovation. Les directions des ressources humaines se sont aperçues qu'il était vraiment, quand on voulait chercher à innover, préférable d'associer des hommes et des femmes. On arrive à des idées plus pertinentes parce que si les hommes s'attachent plus à la rentabilité des projets, les femmes vont identifier peut-être plus facilement les faiblesses, les risques et vont savoir jouer de stratégies pour contourner les obstacles. Donc, cette complémentarité des uns et des autres va permettre que les projets sont plus aboutis et plus viables. Et donc, pour finir sur ce que font les administrations publiques auprès des entreprises, auprès des organisations et même dans l'éducation, il faut rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée en France comme grande cause du quinquennat de notre président. Et que donc toute une série de dispositions ont été prises pour favoriser la mixité avec dans trois axes sur le plan de la politique éducative, transmettre une culture de l'égalité des sexes, renforcer l'éducation au respect mutuel aussi entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, et s'engager sur une plus grande mixité des filières de formation à tous les niveaux. On a eu une loi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, qui a mis en place un outil d'évaluation pour corriger, mesurer et corriger les différences de rémunération dans les entreprises avec une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de moyens, c'est-à-dire mettez en place tout ce qu'il faut pour que les femmes puissent travailler avec aussi dans les mêmes milieux que les hommes, mais on leur demande d'atteindre des objectifs
Donc, il y a un index qui permet d'évaluer si on atteint ces objectifs et si on n'atteint pas 75% de ces objectifs d'ici à 3 ans, hein, on leur a laissé un peu de temps, eh bien, il peut y avoir des sanctions. Déjà, on va demander aux entreprises de faire les corrections qui s'imposent pour atteindre les 75%, mais il peut y avoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a créé un poste de délégué ministériel à l'égalité des filles et des garçons. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis en place le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée de la femme pour faire des propositions concrètes pour faire évoluer les choix d'orientation des filles. Là, on va travailler sur les représentations des filles et le rapport vient d'être publié. Et dans ce même contexte, un projet de loi est en train d'être discuté pour accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc là aussi, il y a une logique de résultat qui est recherchée en définissant des objectifs cibles pour atteindre dans les établissements de mixité dans l'ensemble des formations. Alors, le rapport que j'évoquais tout à l'heure est plus centré sur la formation générale et technologique. Et donc, l'objectif premier là, qui se dessine et sur lequel on est en train de travailler, ce serait d'atteindre au moins 30% de mixité, que ce soit dans les filières plus choisies par les garçons que dans les filières plus choisies par les filles. Peut-être très compliqué pour un garçon de choisir une filière de filles, peut-être même plus que pour une fille de choisir une filière de garçons, parce qu'il y a cet aspect qui est lié à l'identité des hommes qui fait que le manque de virilité peut être une source de rejet des autres hommes pour les hommes qui choisiraient des choses de filles, à tel point c'est dévalorisé. Voilà. Voilà, donc là, la politique qui est menée actuellement cherche plutôt à essayer de voir si on arrive à atteindre des objectifs chiffrés. Donc, on cherche des résultats et plus seulement à mettre en place des moyens, c'est le maître mot. Et donc, on va pouvoir travailler, on va continuer à travailler parce que c'était déjà fait jusqu'à présent, mais sur la formation des enseignants à cette question, parce qu'on induit beaucoup de choses quand on enseigne aux élèves. On peut aussi transmettre sans le faire, puisqu'il y a un tel poids culturel, sans faire exprès. On peut transmettre finalement des stéréotypes aussi. On va faire beaucoup d'actions de sensibilisation en mobilisant aussi des exemples de femmes professionnelles qui travaillent dans des milieux plus masculins et qui vont venir dans les établissements témoigner de la manière dont elles ont pu s'insérer et puis des satisfactions et des avantages qu'elles ont trouvés dans leur métier. Donc, on a aussi, à l'occasion de la loi de 2018, remanié la façon de faire l'orientation. On a confié aux régions une responsabilité sur l'information, sur les métiers, les formations, et donc on partage, l'État reste donc très, très associé à l'accompagnement des élèves à l'orientation. Et donc, l'idée, c'est de partager quand même aussi cet objectif. Ça fait partie des conventions qui sont menées entre État et région. Donc, cet objectif de concourir à la mixité dans les métiers et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en luttant contre les stéréotypes sexistes. C'est écrit aussi dans ces conventions. Et donc, le travail sur les représentations
sexuée des métiers, ça commence par décliner le nom des métiers au masculin et au féminin dans tous les supports d'information, mais aussi par les illustrations qu'on va donner des métiers dans les vidéos, dans les photos. Il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui représentent les différents métiers quand on fait des brochures d'informations sur les métiers. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses de faites, hein, mais je vais m'arrêter parce que je pense que vraiment là, sur ces dernières années, on a eu beaucoup de travail mené pour essayer de faire avancer les choses, et j'espère qu'on aura les résultats à la hauteur des investissements qui sont faits actuellement. Très bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'en Espagne aussi, hein, il y a beaucoup de mesures aussi qui sont prises. Carmen, vous voulez peut-être un peu nous en parler, même si vous avez déjà évoqué quelques actions. Mais, Sí. A ver, las acciones son similares. Sí que es verdad que a nivel de empresarios, por ejemplo, nosotros en nuestra región está muy presente las pymes y micropymes, empresas y microempresas, empresas familiares muy pequeñas donde este nivel de actuaciones es mucho más difícil que en las grandes empresas como en otras zonas de España, en País Vasco, en otras regiones. Sí que se pueden llevar a cabo estas políticas tan directas y con un cierto grado de exigencia. Cuando son empresas tan pequeñas, familiares, 3, 4 trabajadores, donde la mujer ha tenido presencia, pero a lo mejor no reconocida, porque son empresas familiares, eso es otro punto que podríamos abrir por ahí. Sí que son estereotipos, pero son estereotipos de mujeres trabajadoras que al mismo tiempo se han hecho cargo de sus familias, es decir, y no es el referente que quieren sus hijas de trabajo en 2 lugares a la vez. Entonces, sí que es verdad que hay políticas a nivel nacional y a nivel regional. En nuestro caso tenemos el programa de coeducación que he comentado antes, que exige un poco tanto la formación del profesorado, ya cuando estudia en la universidad y va a dedicarse a ser profesor, formación específica en coeducación. Hay un coordinador de igualdad en cada uno de los centros educativos, es decir, hay una persona que dinamiza las actuaciones, las propuestas con el alumnado. Hay una obligatoriedad de utilizar un lenguaje neutro en cualquier escrito, en cualquier propuesta, es decir, hay muchas cosas, pero todas ellas requieren una persistencia. A nivel empresarial, que sí que necesitamos mucho la colaboración de los empresarios, el problema, al menos en nuestra región, es que la normativa nacional, que sí que se puede presionar a las grandes empresas, no es tan hábil o no podemos llevarla a cabo por la idiosincrasia de la mayoría de empresas que son muy pequeñas o empresas familiares, ya lo digo, microempresas. Con lo que ahí queda un poco más diluido con estas empresas familiares el tema de la representatividad y el porqué. En las campañas que se hacen desde que son pequeños hay de todo tipo. Esta, por ejemplo, es del Ayuntamiento de Valencia, los estereotipos, los juguetes. El ejemplo de visibilizar a alumnas que ya han pasado por ahí, que se dedican a carreras más técnicas, el hecho de la mentorización. ¿Vale? Todo esto, pero aún así, estos son datos de países de la Comunidad Económica Europea, es decir, ya no somos ni nosotros, ni Francia, ni España, donde sí que es verdad que siguen habiendo problemas y se sigue trabajando hacia una mayor empleabilidad de la mujer o representación. El tema que la mujer forme parte de esos grupos de trabajo para aportar esas soft skills, estas capacidades un poco que sirvan para unir o trabajar de otra manera las diferentes propuestas es muy importante, muy necesaria, los empresarios lo demandan, pero si no conseguimos que las alumnas lleguen a esos estudios, no vamos a conseguir que formen parte de este mundo laboral.
Entonces, la vía es seguir persistiendo, seguir trabajando desde cualquier ámbito, desde las cámaras de comercio, desde el propio gobierno, desde estimulación de campañas, desde becas. Nosotros, por ejemplo, en Valencia tenemos becas para las alumnas que estudian ciclos eminentemente masculinizados. Todos los años hay una serie de ciclos que cuando sobrepasan el 80% de chicos, si las alumnas eligen esos ciclos, tienen una beca para poder un poco estimular más allá o empujar un poco más allá, igual no es la gran medida. Luego, lo que hablábamos o lo que hablaba María Cristina, el hecho de que también se penaliza a los chicos cuando están en ámbitos más feminizados. No opino siempre igual. Los peluqueros, los más famosos son hombres. Los cocineros, los más famosos son hombres. Y eso es un reflejo en los programas sociales que ve nuestro alumnado. Quiero decir, no siempre es el que está penalizado. En la pantalla que pongo, por ejemplo, nosotros, aparte de los estudios de formación profesional, llevamos los de régimen especial, que son los estudios de conservatorio, de enseñanzas deportivas y de música. Podéis observar, por ejemplo, danza, donde el 92% son mujeres, los estudios de danza, o en artes plásticas el 63%, pero en cambio en enseñanzas deportivas son el 84%. Por lo tanto, es muy llamativo en formación profesional, en bachillerato también observamos estas cosas, pero es un indicativo social de la sociedad. El incorporar a las mujeres en estos ámbitos y que haya esa verdadera igualdad representará que la sociedad sí que es igualitaria. De momento lo pretende. Ese es el camino a seguir, entiendo. Bueno, lo dejo aquí. Seguimos avanzando. No quiero alargarme. Merci beaucoup. Oui, il y a tellement de choses à dire, je pense. Et alors, bon, le temps passe malheureusement, donc on va passer aux questions. Donc, Julie, j'appelle ma collègue Julie. Julie est-elle par ici, donc qui est attachée de coopération pour le français en Andalousie, voilà, à Séville. Et donc, Julie, est-ce que il y a quelques questions? Je crois qu'il y en a une en tout cas. Ton micro. Ah. Hola, buenas tardes. Sí, tenemos una pregunta, pero creo que ya nuestras ponentes la han contestado, sobre de cómo se valora este rechazo de las empresas del sector industrial en cuanto a las prácticas para las chicas. Como además, bueno, creo que con la nueva ley de FP habrá más prácticas en primer año de FP, pues se va a aumentar el problema. Entonces, no sé si desde España o desde Francia se puede imponer unas cuotas, porque creo que lo que dijo María Cristina era por el tema de empleabilidad, pero a nivel de las prácticas, si hay algún medio de presión o cómo se valora esta situación. Si queréis, intervengo yo un momento. En nuestro caso, el alumno o la alumna accede a las prácticas a través de una empresa colaboradora que está en contacto con el tutor. Si se produce esto, no hay colaboración con la empresa, es decir, ni por parte para albergar a esta alumna ni ningún alumno. Es decir, si la empresa ya no muestra un carácter igualitario, es una colaboradora de la docencia, por lo tanto no tiene ningún sentido. Es decir, este ejemplo que he puesto yo de sanción tan llamativo, es decir, todos mis alumnos, esta alumna creo que era de un ciclo de soldadura y carrocería de vehículos o fontanería, creo recordar, que es muy llamativo. Sí que es verdad que necesitamos a los empresarios para que los alumnos se formen en ciertos aspectos. Pero nosotros elegimos las empresas. Si la empresa no es adecuada, nunca jamás se va a volver a colaborar con esa empresa. Es decir, nosotros estamos pro cambiar este impasse. Por lo tanto, el mismo tutor, el mismo centro educativo es el que se va a negar rotundamente a que cualquier alumno, sea chico o chica, acceda a
a ese lugar de trabajo donde no se tiene en consideración. Es decir, puedo entender un taller de vehículos con 3 trabajadores, el tema del vestuario que por normativa en España están obligados a tener para los 2 sexos, ¿vale? O lo tienen que habilitar. Yo puedo entender que le digan a un tutor, no, mira, no tengo vestuario para chicas. Eso es una excusa. Y si no, no es el lugar adecuado para que nuestros alumnos realicen las prácticas, sean chicos o sean chicas, porque el nivel competencial de nuestros alumnos, del alumnado, vamos a hablar con el neutro, no sé si a Ismael se lo pongo fácil, sí que es verdad que debe ser por parte nuestra también muy riguroso. Es decir, nosotros somos los que acompañamos a nuestros alumnos al mundo laboral, los que los acercamos. La formación profesional va directamente a la empleabilidad. Por lo tanto, si no somos los primeros que exigimos, el empresario está cómodo en un espacio, yo quiero trabajadores, pues si no tengo, bueno, chicas, pues tráeme chicos. No, disculpa. Nosotros como educadores y como administración debemos presionar, invitar y si no, pues hay muchas empresas que son colaboradoras de esta parte un poco formativa de la formación profesional, al menos en España. ¿Qué podía pasar hace 15 años? Sí, pero tampoco encontrábamos tantas chicas en las aulas en formación profesional y ahora sí que pasa, por lo tanto hay que poco ir acorde y seguir presionando de una manera, pero como educadores no podemos permitir que haya ese agravio comparativo. Y bueno, es nuestra postura, yo creo que es la más correcta como educadores, no podemos consentirlo. Ya buscaremos otro lugar para la alumna o para el alumno, que puede darse el caso en una peluquería. No pasaría. Yo sigo cuestionando algunos de estos estigmas o de estas propuestas de alumnos chicos que en ciclos feminizados. Creo que la sanción no sucede igual, pero eso me parece. Gracias, Mari Carmen. Marie-Christine, peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Cette idée d'atteindre des objectifs, alors pas des quotas, mais des objectifs cibles, montre la volonté politique d'atteindre une parité. Je pense que c'est un grand défi parce qu'on ne peut pas obliger les jeunes à faire des choix dans un moment où, surtout 16 ans, 18, 17 ans, ils sont en pleine construction de leur identité d'homme et de femme. Et on sait que les adolescents sont à la fois à la recherche d'originalité, mais aussi très, très conformistes. Et donc, le fait de dire « je suis un homme » ou « je suis une femme », c'est aussi se rattacher à tout ce qui caractérise un homme et une femme. Et donc, ils peuvent avoir effectivement des difficultés à sortir de ça au moment où ils sont en train d'entrer dans la société en tant qu'homme et que femme. Et c'est surtout sur ces aspects-là que j'indique que ça peut être compliqué quand un garçon dans la classe, à la fin de la 3e, dit moi je veux m'occuper d'enfants, je veux être puériculteur. C'est compliqué à dire aux camarades de le dire par rapport aux autres garçons. Je veux être coiffeur, même coiffeur, voilà, on va vous dire que vous avez des tendances peut-être différentes que celles du groupe de camarades dans lequel le garçon évolue. Et c'est ça qui peut être compliqué pour un garçon de faire des choix. Alors, heureusement, il y a des figures emblématiques. Alors, en France, les chefs cuisiniers sont plutôt des hommes.
Il y a très peu de femmes chez les grands chefs. Donc, même si voilà, la cuisine, soit c'est une affaire de tous les jours et c'est l'affaire des femmes, soit c'est une affaire de gastronomie. Alors là, c'est les hommes, forcément. Vous voyez un petit peu le côté aussi valorisant ou dévalorisant, selon comment on présente les choses. Et finalement, on pourrait présenter tous les métiers sur leur aspect d'excellence pour attirer les garçons et les filles de la même manière sur l'ensemble des métiers. Merci. Julie, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, non? Non, je pense qu'on a fait quand même, on a parlé quand même de beaucoup de choses, on a abordé énormément de sujets. Effectivement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à faire aussi également, mais bon, je pense que les choses évoluent aussi quand même favorablement aussi. Voilà, en tout cas en France et en Espagne, j'en suis sûre. Et voilà, donc je voulais remercier vraiment chaleureusement nos intervenantes ce soir. Merci, merci beaucoup Carmen. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci Béa d'avoir été aussi avec nous. Merci à l'ambassade du coup d'Espagne en France. Et donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous l'ai mis sur le chat, hein, mais au cas où, donc nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Cooperar para el Francés, hein, où vous retrouverez les enregistrements. Hein, également sur notre page web de l'Institut français d'Espagne, vous retrouvez les présentations. Je vous ai mis le lien un petit peu plus haut dans le chat hein, du site du gouvernement français, du ministère de l'Éducation, où vous trouverez toutes les données dont Madame Silas a parlé pendant sa présentation. Voilà, donc pas d'excuses, vous pouvez tout retrouver dans quelques jours sur notre site ou notre chaîne YouTube. En tout cas, merci encore et à très vite, je l'espère, pour d'autres projets. Et voilà, merci à tous, muchas gracias, au revoir et à bientôt. Merci. Muchas gracias a todas por las Gracias, Bella. intervenciones. Merci. Muy Au revoir à interesante todo. tous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.